Internet et comment est-ce qu'on navigue dans les bulles d'information. On a voulu tester quelque chose d'un peu nouveau ce soir. On a fait un bot, on a sélectionné des contenus avec le School Lab et avec chacune des startups, avec l'idée de pouvoir creuser le sujet, de pouvoir par vous-même essayer de découvrir et d'aller un petit peu plus loin sur les startups et leur marché. Donc comment ça fonctionne? Vous avez juste à ajouter Charade sur Messenger. Donc c'est Charade in Paris, vous l'ajoutez, vous avez un petit mot de passe à mettre, donc c'est Sport School Lab directement. Et ensuite, vous pouvez naviguer dans le contenu et certaines des startups pourront vous donner leur propre mot de passe pour que vous puissiez découvrir ce qu'ils ont fait. Et si c'est pas clair, on est là et on est là toute la soirée. Voilà, bonne soirée. Et alors, cet événement-là, on le fait avec le School Lab et nos programmes, et on le fait aussi en partenariat avec le réseau Entreprendre Paris. Et je laisse Marie Delorme, qui est responsable du réseau Entreprendre Paris, qui va vous présenter ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment ils le font. Sous vos applaudissements. Merci Guilain. En 2-3 mots, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Réseau Entreprendre. Oui, non. Non. En fait, Réseau Entreprendre, c'est un réseau de chefs d'entreprise qui se mobilisent pour accompagner des entrepreneurs. Donc c'est un acteur un peu particulier dans l'écosystème d'accompagnement de start-up parce que c'est un accompagnement d'entrepreneur à entrepreneur. C'est pour ça que c'est tout à fait complémentaire avec le School Lab et qu'on est très copains parce qu'on a les mêmes finalités et les mêmes valeurs d'accompagnement d'entrepreneurs. Donc c'est une association qui existe à travers toute la France et donc à Paris spécifiquement, on a 250 on a 250 chefs d'entreprise qui sont engagés, mobilisés à nos côtés et on accompagne une quarantaine d'entrepreneurs par an. Et donc notre accompagnement, c'est un accompagnement d'abord humain parce que qui de mieux qu'un entrepreneur peut accompagner un nouvel entrepreneur puisqu'il connaît bien ces problématiques-là de gestion d'équipe, de ressources humaines, tout ce que vous voyez au quotidien. Un accompagnement aussi collectif, une mise en réseau et on a aussi un accompagnement financier avec un prêt d'honneur. Donc voilà, si vous avez plus de questions, je suis évidemment dispo pour discuter avec vous et vous rencontrer avec grand plaisir. Et juste pourquoi on est là aussi, c'est parce que François, que vous allez voir tout à l'heure, est lauréat de Réseau Entreprendre Paris. Donc il vous parlera beaucoup mieux que moi de ce que lui apporte Réseau Entreprendre en tant qu'entrepreneur. Qui vient au School Lab pour la première fois ce soir? Levez la main. Pas mal, c'est cool. Alors le School Lab, pour ceux qui connaissent pas le School Lab, on est un studio d'innovation. On existe depuis plus de 10 ans et on travaille avec trois publics clés. Les étudiants, qui est les premières personnes à qui on a commencé à s'adresser il y a plus de 12 ans, avec un programme qui s'appelle CPI, Création d'un produit innovant, où on a fait travailler des étudiants de l'ESSEC Centrale et Strat École de Design par équipe pluridisciplinaire sur des sujets d'innovation de grands groupes. Et puis ça a bien fonctionné. On a vu que du côté des grandes organisations, ils avaient besoin de se transformer, que ce besoin de se transformer, ça a passé par le fait de casser les silos dans leurs entreprises. Et nous, notre démarche, c'est avant d'aller casser les silos des entreprises, il faut aller casser les silos de l'enseignement supérieur et faire en sorte que les étudiants puissent travailler ensemble et commencer à se parler en pluridisciplinarité. Donc fort de cette lancée, on a continué pendant quelques années. Et en 2015, on a fait un programme pour des étudiants qui ne rejoignaient pas des grands groupes, mais qui montaient leur boîte. Et on a créé le programme Starter, qui aide des jeunes diplômés et des étudiants à passer de l'idée à l'entreprise dans un programme de 6 mois. Donc on a créé un réseau de mentors et experts pour venir accompagner ces startups. On a designé une méthodologie qui croise le design thinking et le lean startup pour plus de pragmatisme. Et on fait ça. Aujourd'hui, les startups que vous allez découvrir après la conférence sont les startups de la 4e promotion de notre programme. C'est un programme qu'on est aussi en train de diffuser plus largement en province, dans les universités, par le réseau des pépites. Et on vous en dira plus à ce sujet bientôt. Donc, en gros, si on résume tous nos programmes, c'est
des programmes pour les entrepreneurs, des programmes pour des étudiants, des programmes pour des grandes entreprises et des programmes internationaux pour permettre à des personnes intéressées par l'entrepreneuriat en fin d'études d'aller découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat dans la Silicon Valley avec 6 mois de cours à l'université Berkeley à San Francisco et ensuite de revenir en France et monter leur boîte. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Donc ici, on crée les produits et services de demain avec des étudiants, des entrepreneurs et des grandes entreprises. Ça, c'est nos 3 programmes dédiés à l'entrepreneuriat. Starter, dont je vous ai parlé, le Bridge, dont je vous ai parlé, programme international, et Reboot, qui est un programme qu'on expérimente cette année, qui accompagne des gens qui ont travaillé pendant un certain temps, qui étaient salariés, et on les aide à passer du salariat à l'entrepreneuriat. Donc c'est une démarche qui est à la fois similaire à la démarche de l'étudiant qui passe entrepreneur, mais avec un côté un peu plus travail sur l'état d'esprit et le positionnement par rapport à son travail. Et c'est la première année qu'on l'expérimente et vous allez découvrir des startups qui sont vraiment bien, qui ont plein de choses à vous raconter, plein d'expériences passées dans le salariat et qui aujourd'hui tournent cette page et se consacrent à l'entrepreneuriat. Et donc ce soir, on est ici plus particulièrement réunis pour parler de sport et d'entrepreneuriat. Quand on a préparé cette conférence, j'en ai parlé avec un des cofondateurs du School Lab, qui est un ancien sportif de haut niveau, qui jouait en équipe de France espoir de basket, et qui m'a dit la thématique, on n'a qu'à faire sur le sport comme nouvelle discipline olympique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de similitudes entre l'effort du sportif de haut niveau et l'effort demandé à l'entrepreneur. Et donc, pour en parler ce soir, on a le plaisir d'accueillir Emma Dumière, qu'on accueille sous vos applaudissements. Emma qui a passé 5 ans en danseuse à l'Opéra de Paris. On accueille aussi Brahim Anour, champion du monde de boxe française 2012, double champion d'Europe. On accueille François Reynaud de Fitte, fondateur de Pop Chef. Et Antoine Schmoub, fondateur de Shepart, un brassard connecté pour faire du sport. Donc ça mêle un peu les 2 disciplines. Hop, je passe le micro, il faut s'asseoir. Alors, ce que je vous propose à tous les 4, c'est de commencer en présentant un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez fait dans le passé, et puis ensuite on rentrera peut-être un peu plus dans le cœur du sujet de ce soir. Donc je vous laisse... Voilà, je commence. Je m'appelle Emma et vers 4 ans, j'ai décidé que je serais danseuse. Et donc, je me suis lancée. Et à 8 ans, je suis rentrée à l'école de danse. J'y ai passé 10 ans à l'école de danse de l'Opéra. Et à 18 ans, je suis rentrée comme danseuse professionnelle dans la compagnie de l'Opéra de Paris. Et à 23 ans, en fait, un peu contre toute attente, à la fois pour moi et je pense pour mes proches, j'ai décidé que j'avais envie de faire autre chose et que même si j'avais passé ma vie à m'entraîner pour une seule chose et si tout ce que j'avais donné c'était vraiment pour un seul but, c'est-à-dire devenir danseuse, j'ai décidé de quitter l'opéra et maintenant je suis à l'ESTP et je suis en master et je fais tranquillement mes stages et je cherche une nouvelle vocation. Voilà. Bonsoir à tous, donc Brahim. Moi j'ai commencé non, pas la danse. Donc la boxe française, donc, qui est une boxe pied-point, donc avec l'autorisation de donner des coups avec le pied. Ça s'appelle la savate en quelque sorte, parce qu'on porte des chaussures, contrairement à d'autres sports comme la boxe taille ou autres où il n'y a pas forcément de chaussures portées. Et je pratique depuis plus ou moins une vingtaine d'années, donc j'ai commencé assez tôt. Ensuite, j'ai commencé la compétition, on va dire, aux alentours de 15-16 ans, où j'ai commencé en
en ayant un modeste résultat. Bon, c'était modeste à l'époque, c'était vice-champion de France cadet. Et ensuite, j'ai fait une classe prépa, une école d'ingénieur et j'ai commencé la vie professionnelle et en parallèle, je menais ma vie de sportif, on va dire. Et j'ai fait quelques résultats. Champion du monde, champion d'Europe. Après, c'est pas c'est pas la finalité, mais je veux dire, moi, ce que j'ai retenu de toutes ces expériences, c'est que tout au long de ces différentes expériences à la fois pro et sportives, je me suis épanoui et c'est ce qui m'a donné en fait la pêche pour continuer. Et c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Voilà. Voilà, donc il ne faut pas trop chercher la merde avec Brahim, vous avez compris. Moi, je m'appelle François, j'ai monté ma boîte qui s'appelle Pop Chef. Quelqu'un s'est déjà fait livrer un Pop Chef? Aïe aïe aïe, c'est dur. Voilà, merci. Faire semblant, lever les mains pour faire semblant. Ah, super. Pop Chef, c'est une trentaine de salariés, c'est à peu près 1500 repas livrés chaque jour. Et on s'est lancé il y a 2 ans. Et juste avant ça, donc on est dans la food tech, donc l'univers très concurrentiel. Et juste avant ça, j'avais tenté la traversée de la Manche à la nage en relais avec pas mal de potes. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir en fait. C'est le mélange entre traverser de la Manche et monter sa boîte. Traverser de la Manche à la nage en 2 secondes, en gros, c'est un défi qui consiste à nager de Londres, d'Angleterre jusqu'en France. C'est 32 km à vol d'oiseau, mais en réalité avec les courants, on fait des zigzags. Donc c'est plutôt 50 km. Et le vrai défi, c'est pas tant la fatigue physique que le froid, puisqu'on n'a pas le droit à la combinaison, on doit nager en slip de bain. C'est encadré par une association qui a des règles très précises. Et dans une eau à 15 degrés, comme la nage dure entre 12h et 20h, on nage de nuit. Et on a raté, on s'est arrêté aux 2/3 du chemin à cause du froid, grosso modo. Moi, j'ai fait 2 hypothermies. Et c'est pour ça que j'ai arrêté et j'ai décidé de monter ma boîte à la place, qui est autrement plus facile. Voilà. C'est bon, j'en ai un. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Antoine. Je fais partie de la promo 2 de Starter, donc que j'ai quitté en avril 2016. Donc moi, j'ai fondé Shepard, qui est en fait le premier brassard de running avec un capteur de fréquence cardiaque à l'intérieur qui se relie directement à vos applications de running, et aussi avec un système breveté qui permet en fait avec des petits aimants de venir accéder au téléphone pendant la course. Je ne sais pas s'il y en a qui courent et qui ont déjà utilisé des brassards, mais souvent ça empêche d'utiliser le téléphone. Voilà pour le parcours. J'ai fait une école d'ingé, donc j'ai monté Shepard juste après. On a remporté le prix Fnac Intel vraiment à la suite du programme Starter, ce qui est quelque chose d'assez chouette, puisque pour la première fois un distributeur nous disait vraiment qu'il reconnaissait notre produit et que ça pouvait avoir du succès en retail. Et maintenant, aujourd'hui, on a un peu pris notre envol, on s'est un peu éloigné de School Lab, mais pas trop non plus, et puis on est au Tremplin, qui est un incubateur dans le monde du sport. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on a un peu discuté avec Emma et Brahim il y a quelques jours sur le sujet. Et le premier point qu'on a abordé et qui nous semblait assez évident, c'est la capacité qu'ont les sportifs et qu'ont les entrepreneurs à savoir rebondir après un échec et à faire preuve de fermeté face à l'adversité. Du coup, ce que si vous le voulez, c'est que vous puissiez nous partager votre échec le plus, qui vous a entre guillemets fait le plus douter, sur que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, et en fait ce qui aujourd'hui vous rend potentiellement plus fort. Ok, alors je pense que c'est difficile de choisir parce que je pense que comme toutes les danseuses, j'ai eu tellement d'échecs que j'ai du mal à identifier un échec en particulier. Je pense que c'est des trajectoires qui sont longues, même si je suis jeune, mais j'ai commencé très tôt, donc finalement c'est une succession d'échecs et puis ponctuée de succès. Alors je dirais que j'ai eu du mal à rentrer dans la compagnie, c'est extrêmement sélectif comme vous pouvez l'imaginer, et c'est vrai que ce qui est, en fait, on parle souvent des échecs comme si c'était quelque chose d'anormal, etc. Je pense que ce qui porte un entrepreneur ou un sportif, c'est le fait que l'échec il est complètement normal en fait, et que en fait il est juste là parce que bien sûr rien ne peut être facile dans la vie et rien n'est facilement accessible.
Et je pense que sur le court terme, effectivement, ce seront souvent des gens particulièrement talentueux qui vont réussir. Sur le long terme, ce qui fera toujours la différence, c'est le fait que je pense que s'il y a une espèce d'acceptation de l'échec, ce sera finalement beaucoup plus simple parce que on va s'énerver sur le problème, mais on va peut-être pas s'énerver sur l'échec en tant que tel. On va juste dire, bon, il faut régler un problème, le voir en tant que tel comme un échec. Moi, en tout cas, je pense que c'est pas le... Comment dire, ça porte nulle part, en fait. Et il n'y a pas de honte d'avoir des problèmes, il n'y a pas de honte... alors qu'un échec, c'est comme une porte fermée, quoi. Donc voilà. Moi, c'est ce que je pense des échecs. Et pour en finir là-dessus, donc j'ai du mal à rentrer dans la compagnie. J'ai passé plusieurs fois le concours pour rentrer. Et finalement, je pense que ce qui m'a tenue, malgré le fait que les chances statistiques pour rentrer soient extrêmement faibles, puisque moi, mon année, on était 2 filles à rentrer, ce qui m'a porté, c'est effectivement, il faut accepter en fait de mettre de côté toute pensée rationnelle et statistique et dire, bon ben, je me lance, l'échec a de grandes chances d'arriver. Mais c'est en acceptant en fait la possibilité de l'échec que ben, justement on peut arriver à se dire je vais quand même le faire même si statistiquement c'est juste impossible en fait. Voilà. Alors moi j'ai pas exactement le même point de vue, mais c'est ça qui est intéressant. Alors je trouve que clairement, oui, donc c'est clairement l'échec, ça arrive et c'est pas grave. Et moi j'ai échoué plein de fois, notamment sur la traversée de la Manche. Mais j'ai tendance à trouver comment dire, c'est bien de dédramatiser l'échec, mais quand on veut attaquer un challenge qui est hyper difficile, comme monter sa boîte ou comme devenir champion du monde de boxe ou danseur, etc., il faut quand même se dire que l'échec n'est pas une option. Moi, je trouve. Si on part en se disant au pire, c'est pas grave, j'échoue, je trouve que forcément, le fait d'accepter l'échec comme plan B, moi en tout cas, je sais qu'au moment où je nageais, où j'étais dans l'eau, au moment où c'était vraiment le plus difficile, quand j'étais en train de faire mon hypothermie justement, j'avais cette idée au fond de moi que c'est pas grave, au pire j'ai le droit d'échouer, on m'en voudra pas. Et puis je commençais à me dire de toute façon, voilà, c'est bon, on a fait les 2 tiers, je peux dire à tous mes potes que j'ai réussi, j'ai tenté la traversée de la Manche, c'est pas grave si j'échoue et tout ça. Et je pense que si j'avais eu dès le départ cette mentalité de me dire j'ai pas le droit d'échouer, je serais peut-être allé encore un petit peu plus loin. Voilà. Donc je dis pas que échouer c'est grave, mais je pense qu'il faut quand même partir dans un mindset de guerrier et de se dire qu'il faut tout faire pour éviter l'échec. Voilà. Juste si je peux rebondir là-dessus, et tu vas me dire si tu es d'accord au niveau de l'entrepreneuriat, mais j'ai quand même l'impression que ce qui est assez dur, c'est que globalement, c'est pas vraiment des échecs qu'on a, parce que c'est pas comme au sens de la Manche où on s'arrête et c'est terminé. C'est souvent des déconvenus, quoi. C'est-à-dire il y a un plan qui se construit et du jour au lendemain il se déconstruit, il faut reconstruire un truc pour continuer à avancer. Et je trouve que ce qui est assez dur, c'est malgré ces hauts et ces bas qu'on vit un peu en backstage au niveau de l'entrepreneuriat, ce qui est assez dur, c'est de maintenir le cap et la volonté en fait. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde, il faut continuer à dire que tout va bien, on maintient le cap, on fonce et avoir cette mentalité de guerrier. Et ça, je trouve, c'est quelque chose de pas forcément facile dans l'entrepreneuriat, d'avoir justement ce côté un peu bipolaire où on montre à tout le monde que tout va bien et en fait derrière, on sait très bien qu'on se prend des hauts et des bas à longueur de journée, quoi. Et je sais pas si c'est exactement pareil dans le sport justement. Dans mon cas, je vais dire que je suis pas tout à fait d'accord avec Emma. Dans le sens où moi j'aime à dire que je déteste plus la défaite que j'aime la victoire. Certains diront que c'est plus ou moins la même chose. Mais non. Parce que toutes mes premières finales, on va dire, au niveau national, je les ai perdues. Donc partant de ce constat, on se dit que on réussit pas forcément tout du premier coup. Et moi, à chaque défaite, j'étais vraiment, mais il n'y a personne qui pouvait me parler ou il fallait pas venir dans l'immédiat me faire un retour sur le combat. Je pouvais pas regarder la vidéo et parce que on déteste ça parce que et avec le recul, moi j'ai plus ou moins relativisé mes défaites quand je suis tombé contre quelqu'un qui était, on va dire, plus fort que moi, qui avait plus d'expérience. J'ai commencé la compétition assez tôt, donc je ne pouvais pas tout savoir dès le premier coup. Et le fait de tomber contre quelqu'un qui vous met en relief ou en lumière vos lacunes, vos points faibles, etc., c'est ça qui vous permet de passer un cap et de
et de passer des étapes et ensuite de revenir un peu plus fort. Et moi, j'ai une petite anecdote, c'est que ma première finale, on va dire, des championnats de France, bah, je la perds contre un ancien champion du monde qui avait de la bouteille. Et ben, j'étais vraiment, enfin, le soir même, enfin, je comprenais pas. Et quelques semaines plus tard, j'ai regardé la vidéo et je me suis dit, bon, bah, quand même, enfin, il a quand même bien joué le coup tactiquement, enfin, il a été meilleur. Et l'année suivante, eh ben, je l'ai battu en demi-finale. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu joué son jeu, j'ai appris de lui, j'ai appris de la manière avec laquelle il avait combattu cette fois-ci. Et moi, ça m'a servi. Donc moi, je dirais que l'échec, il faut ne pas aimer ça, mais à la fois, il faut pouvoir en apprendre et pouvoir passer les étapes et les caps au fur et à mesure. Voilà. Il y a quelque chose qui a été dit par Antoine qui était dans la continuité de ce que j'avais prévu de ce dont j'avais prévu de parler, c'est que dans le sport comme dans l'entrepreneuriat, en fait, le moment où on vit le succès, où on sent le succès, on passe sur BFM quand on est entrepreneur, ou on monte sur scène quand on est danseur ou danseuse, ou quand on remporte son combat quand on est boxeur, ça dure un temps infime par rapport à la quantité de travail que ça demande. Et en fait, ça, souvent le grand public ne se rend pas forcément compte de ça. Et vous, par vos expériences, comment vous arrivez à l'aborder et comment vous arrivez à prendre du recul par rapport à ça ? Alors moi, ce que je dirais, c'est que finalement, on parle effectivement souvent des succès. Je pense que ce qui fait que quelqu'un va loin dans sa vie et continue à avancer, je pense qu'il faut être aussi suspicieux de nos échecs en fait, que de nos succès. C'est très bien de réussir, hein, mais de toutes les manières, c'est la loi. Quand on a réussi, il y a un moment, ça va redescendre et le but, c'est quand même de faire durer un peu le temps où ça fonctionne. Donc finalement, je pense que le travail qu'on a à faire quand on est danseur ou sportif, c'est difficile. C'est finalement, effectivement, il y a vraiment ces espèces Bon, la danse c'est différent parce qu'il n'y a pas des compétitions comme ça, c'est des spectacles et c'est tous les jours et c'est pas t'as gagné ou t'as perdu. Enfin, c'est plutôt c'est un travail continu en fait, où tous les 3 jours on est sur scène et donc il faut danser de la même manière et le mieux possible que la veille. Donc ce que je dirais, c'est que on voit donc toujours ces espèces de milestones un peu tous les jours, alors que au contraire, qui sont soit des gros échecs, soit des grandes victoires. Alors que je pense que le vrai travail d'un sportif ou d'un entrepreneur, c'est la continuité et en fait c'est il y a eu un succès, super, demain je me lève à 8h et puis je vais faire ma barre et puis je vais travailler et je vais faire mon pilate et puis je vais remettre en cause le fait que même si j'ai bien dansé, en fait il faudra quand même que je danse mieux le lendemain, quoi. Et je pense que c'est cette continuité là qui paye sur le long terme et c'est pour ça que je comprends que vous soyez pas d'accord dans l'idée que il ne faut pas se donner comme possibilité l'échec. Moi, c'est plutôt l'idée que finalement, en avançant un peu comme ça, comme un sous-marin d'échecs en réussite, mais avec une espèce de continuité permanente, j'ai l'impression que, en tout cas moi, ça a été, je pense, ce qui m'a porté. Et justement, mon travail à moi, c'était de m'empêcher de partir dans l'ivresse quand je réussissais et de partir dans le désespoir quand ça n'allait plus et voilà. Donc moi, c'est en tout cas, moi je pense que c'est ce qui m'a amenée en tant que danseuse et je pense que sans avoir été la meilleure petite et sans avoir, il y a toujours des gens meilleurs que soi, mais ce qui m'a amenée là, c'est vraiment cette espèce de continuité que je me suis obligée et que je me suis imposée à avoir. Quelqu'un ici au réseau Entreprendre ou pas ? Non ? Donc Marie était l'année dernière, on a eu un super speech de Édouard Gros-Piron, qui était champion olympique de descente en ski, c'est ça, descente en ski ? Il nous a dit, les gars, j'ai 2 chiffres pour vous, c'est 1 million et 50. Donc 1 million, c'est le nombre de slaloms que j'ai fait en 5 ans d'entraînement. 50, c'est le nombre de slaloms qu'il m'a fallu pour gagner le jour J. Voilà. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que, évidemment, on regarde une victoire en se disant que c'est le moment T, c'est ce moment clé, où il y a eu ce moment extraordinaire, où on a été bon. La réalité, c'est que c'est toutes les années de préparation derrière. Et en fait, dans le sport, et je pense que c'est pareil dans l'entrepreneuriat, la préparation
En tout cas, le travail, c'est vraiment la clé de la réussite. Beaucoup plus que le moment de grâce qu'on peut avoir. Et moi, alors, témoignage personnel, sur la traversée de la Manche, je pense qu'avec le recul, une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire ce défi, c'est parce que ça me paraissait cool, quoi. Enfin, traverser la Manche à la nage, c'est quand même assez stylé. Et voilà, et de la même manière que j'ai tous les défis du style grimper l'Everest, traverser la Manche à la nage, il y a un côté un peu folklore, un peu cool à le faire. Et le problème, c'est que quand on veut faire quelque chose pour ce côté vraiment cool, on ne prend pas en compte tout le travail qu'il y a derrière, toute la préparation. La réalité, c'est que traverser la Manche à la nage, c'est prendre des douches froides tous les matins pendant 1 an, c'est prendre des bains froids avec des glaçons dedans, c'est pas super agréable, c'est nager tous les jours pendant 1 à 2 heures, et c'est tout ce travail de préparation qui est hyper intense. Et je pense que si nous, on a raté ce défi, c'est parce qu'on était trop obsédé par le résultat final, qui était la réussite de la traversée, et pas assez obsédé par la préparation. En fait, je pense qu'un vrai grand sportif, il prend du plaisir dans cette préparation, dans ce fait de se challenger en permanence, dans le fait de progresser tout le temps. Vous me dites si j'ai tort, hein, mais en tout cas, voilà. C'est vrai ? Je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'on le fait et qu'on a été formé à ça aussi. Qu'on arrive à 8 ans à l'école de danse et qu'on nous dit tu n'auras plus le choix. Maintenant, jusqu'à tes 40 ans, tu le feras tous les jours. Mais là, j'ai 2 amies danseuses qui rigolent, mais demandez-leur si elles ont du plaisir à se lever pour se faire insulter par un prof à la barre à 8h du matin. Je pense que non, et heureusement, parce que ce serait masochiste en fait. Mais non, c'est juste qu'effectivement, c'est pour d'autres choses qu'on le fait. En tout cas, le cœur du réacteur, c'est pas le jour J. Il faut que ce soit. Enfin, voilà, il faut limite que ce soit une formalité le jour J, quoi. Il faut que tout le travail soit avant et que le jour J soit de la répétition. T'inquiète pas, je vais aller dans ton sens. Mais juste là-dessus, si on fait vraiment le chemin vers l'entrepreneuriat, je ne sais pas justement si c'est exactement le même cadre de figure en entrepreneuriat. Parce que globalement, quand tout va bien, c'est-à-dire quand on engrange des succès, on est assez content finalement de faire 50-60 heures semaine. Alors évidemment, je ne suis pas forcément content de faire de la compta. C'est pas forcément pour ça que j'ai signé à la base. Je le fais quand même, ça fait partie des tâches un peu ingrates qu'on fait à longueur de journée, la paperasse. Mais globalement, sinon, faire le boulot qu'on fait, j'ai quand même l'impression que quand il y a du succès, c'est quelque chose de motivant et d'énergisant. Alors que là où il faut vraiment de la résilience, c'est là où il faut vraiment se dire, bah merde, j'y vais quand même, alors que je me suis tapé mes fournisseurs qui me mettent 1 mois de retard, etc. Je pense que c'est là où ça devient dur et où ça se rapproche plus justement du moment où on se fait insulter par son prof de danse, quoi. Je pense que dans la salle, il y en a pas mal qui suivent les JO, les grandes compétitions, les championnats de foot, etc. Je suppose, je ne me tromperai pas si je m'avance comme ça. Et ce dont on ne se rend pas vraiment compte, c'est que sur 3 semaines de compétition olympique, c'est 4 ans de préparation, 4 années. Est-ce que vous, tout de suite, là, je vous dis, vous allez donner 4 ans de votre vie à préparer une compétition, est-ce que vous allez le faire ? Ou est-ce que vous allez préparer l'événement ? Je pense pas. En tout cas, il y en a pas beaucoup. Peut-être, peut-être L2. Et ce qui est ingrat, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le domaine sportif, c'est qu'il y a toujours des personnes pour vous juger sans savoir tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et moi, j'ai ces petites, des anecdotes, on en a. Vu que là, je suis plus ou moins blessé, on va dire. J'ai assisté à la finale des championnats de France cet été et je me suis assis dans les gradins, c'était pas commun, et je suis assis, je suis à côté de 2-3 personnes et j'entends parler en fait en train de regarder la finale, et les personnes elles commencent à donner à lancer des commentaires sur la personne qui est en train de se faire battre en disant allez, retourne chez toi, va prendre ton ticket de métro, allez, t'en as assez pris là, allez, fallait rester au McDo avec ta copine. Pour moi, j'étais là en train de bouillir à côté, mais parce que, on se rend pas compte. Mais le simple fait de monter sur un ring et d'affronter quelqu'un alors que vous êtes préparé. Moi, il m'arrive de, par exemple, sortir courir à 23h, minuit. Pour moi, c'est pas choquant. Je rejoins un peu ce qu'il disait. Moi, je prends du plaisir à faire ça. Je m'éclate. Et tout ça, on s'éclate parce qu'on a des objectifs. Mais ces objectifs, ils ne sont pas forcément compris de la plupart. Et je dirais que pour le sportif à la fois et pour l'entrepreneur, tout l'enjeu, c'est de passer ce cap, de se dire, même si les autres ne me comprennent pas, moi, du moment que je me comprends,
c'est l'essentiel et j'avancerai comme ça. En fait, la question qui est sous-jacente, c'est aussi l'abnégation. Parce que même si le prof est pénible, même si le public est ingrat, même si la comptasse est pénible, les fournisseurs sont horribles et les médias parfois horripilants, en fait, c'est presque une fuite en avant. C'est-à-dire qu'il faut quand même y aller, il faut quand même se lever, il faut quand même le faire, parce que si on s'arrête, bah, on n'aura rien, quoi. Et en fait, dans le sport comme dans l'entrepreneuriat, en fait, un succès en appelle un autre, j'ai l'impression. On ne peut jamais s'arrêter et se dire « ça y est, là, j'ai fini, quoi ». Quand on monte sa boîte, le côté sportif, je connais moins, mais j'imagine que quand on est danseuse à l'opéra, quand on est champion du monde, on ne se dit pas bah, « ça y est, j'ai terminé, maintenant je m'arrête ». En fait, une fois qu'on s'arrête, on a perdu son titre, quoi. Alors, il y a deux choses. On a commencé à parler d'abnégation. Effectivement, et je pense qu'on a souvent une idée assez... Moi, par exemple, quand je me rappelle de Emma à 8 ans qui part à l'internat, qui quitte ses parents pour aller à l'école de danse et de vivre donc, une autre vie, en fait, je pense que l'abnégation, on voit ça toujours comme quelque chose d'assez extraordinaire dans un monde où finalement on a tout à portée de main, on peut consommer, on peut faire plein de choses, le plaisir est à portée de main. Et je pense que c'est un peu un muscle, quoi. Et donc, finalement, tout le monde est capable d'abnégation dans un cadre certain qui va aider. Et aussi par la force de l'habitude. C'est la force de l'habitude qui va aussi te permettre de sortir à 23h, parce que si tu es extrêmement impressionné par le fait que tu le fasses, tu le feras une fois, mais peut-être pas deux. Ah non, pas toi. Voilà. Et sinon, effectivement, pour le fait de s'arrêter, moi, je pense que je peux en parler parce que justement, en fait, j'ai fait le choix d'arrêter la danse beaucoup plus jeune que ce qui était prévu. J'avais un contrat qui allait jusqu'à mes 42 ans et j'ai arrêté à 23 ans. Donc en plus, au moment où on est vraiment lancé et en pleine forme physiquement. Et justement, je pense que à chacun d'identifier les raisons pour lesquelles on fait les choses. Moi, je pense que j'aime beaucoup la compétition et je me suis laissée emporter par cette machine où finalement l'objectif c'était de devenir la meilleure. Et quand j'ai vu que finalement, en fait, j'étais effectivement rentrée dans la compagnie, je suis rentrée la première, mais qu'en fait, je ne serais vraiment pas la meilleure par la suite. Moi, c'est ce qui m'a finalement, je pense, honnêtement, enfin, je vais être honnête, poussée aussi à partir et à trouver d'autres objectifs parce que être la meilleure, en fait, ça peut pas être, c'est pas éternel. Et tout le monde le sait, mais effectivement, il y a un moment où en tout cas, il faut se fixer cet objectif d'être le meilleur possible, mais aussi mettre des objectifs qui soient annexes pour être des relais, en tout cas, parce qu'on n'est jamais tout le temps le meilleur, quoi. Voilà. Bon, pour moi, l'abnégation, ça dépend de ce qu'on y met. Enfin, ça dépend des critères de chacun. Moi, je me dis que tout à chacun est peut-être motivé pour une chose. Enfin, je veux dire, vous avez tous et toutes vos critères de réussite. Je ne sais pas, pour certains, c'est les études, pour certains, c'est le sport, d'autres, l'art. Ce qui fera la différence, c'est à la fois, selon moi, que vous ayez la motivation. Donc, moi, j'ai la motivation pour faire ce que je fais et c'est ça qui me permet de me surpasser, d'aller toujours à la fois loin dans mes entraînements, dans les compétitions. Et je rejoins un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais si vous avez à la fois des petits jalons qui vous valident votre engagement, bah, c'est d'autant plus motivant. Donc c'est à vous, effectivement, de trouver ces petits jalons qui feront que, au fur et à mesure, vous allez passer des caps et vous dire bon, bah là c'est bon, je l'ai fait, donc je suis sur le bon chemin. Et moi, je prends cet exemple, mais en compétition ou quand on est face à un adversaire, bah, pour moi, le jalon, c'est quand je vois dans les yeux de mon adversaire que bah, finalement, je me débrouille pas mal. Et non, mais non, mais c'est
c'est caricatural, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on lit dans le regard, et quand on sent qu'on a pris le dessus, bah, là, on se sent pousser des ailes. Et c'est pas pour rien que lorsque vous avez dans une compétition, dans un match, ou ce que vous voulez, lorsque vous laissez la confiance à quelqu'un, bah, vous êtes presque sûr d'avoir quasiment perdu. Parce qu'une fois que la personne prend confiance en elle, et bah, à partir de là, bah, il y a quasiment rien qui puisse l'arrêter, parce qu'elle elle se sent pousser des ailes. Et en compétition, c'est d'autant plus vrai parce que le résultat est direct et sanctionné et sanctionne l'adversaire. Donc moi je dirais c'est par rapport à ça. Trouvez vos jalons, validez-les au fur et à mesure. Je pense que dans l'entrepreneuriat ça se rejoint un petit peu et au fur et à mesure vous allez performer. Complètement d'accord. J'ajouterais juste que je rebondis sur ce que tu t'as dit tout à l'heure aussi, qui est très vrai, je trouve, c'est que l'abnégation, c'est un muscle. Ça, c'est super vrai. En fait, de manière générale, je trouve qu'on sous-estime à quel point le corps et l'esprit sont vraiment des muscles. C'est à la fois vrai du corps. Bon, moi, je pensais pas, mais on peut s'habituer à l'eau froide. Vraiment s'habituer à l'eau froide. Voilà. À la fin, prendre une douche froide le matin, ça me faisait absolument rien du tout. Je m'en foutais de prendre des douches froides. On peut, mais également son esprit, sa résilience, c'est vraiment un muscle. Enfin, plus on se met dans des situations compliquées, plus on quitte sa zone de confort, plus en fait on est habitué à le faire et moins c'est dramatique, moins ça fait peur, plus on est à l'aise avec ça. Et en fait, je pense que l'important, c'est vraiment de tout de suite entraîner ce muscle-là. Donc c'est de quitter sa zone de confort. En fait, on a 1000 raisons de ne pas se lancer. On a 1000 raisons de pas je sais pas moi, développer la boîte plus vite, de rester dans sa petite zone de confort. Voilà. Et si ça marche pas, mais j'ai un loyer à payer, et j'ai plus de chômage. Il y a un moment, faut se quitter sa zone de confort, faut y aller. Et se dire qu'on entraîne ce muscle à fond, c'est ça qui fait qu'on va réussir, quoi. Juste pour ajouter un petit truc là-dessus, puisque j'ai un petit peu d'expérience, parce que j'ai un de mes associés avec qui ça s'est fini en janvier, juste après le CES. Et un des soucis, en plus des problèmes de santé qu'il avait, c'était que justement, il avait du mal à encaisser les hauts et les bas, quoi. Et ce que tu disais sur la résilience, comme quoi c'est un muscle, bah, finalement, il faut faire vachement gaffe, et si vous cogitez beaucoup, faut le travailler, quoi. Enfin, je pense, à mon avis, c'est peut-être pareil dans le sport, ça doit être pareil pour tout le monde, mais il faut arriver aussi à débrancher et à pas tourner en boucle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur « Ah, mais si ça se fait pas, comment je vais faire ? Ah, mais il faudra que je rebondisse », c'est toujours... Enfin, il faisait un peu pas des insomnies, mais bon, bah voilà, il n'arrivait pas à couper le week-end, et je pense que du coup, ce muscle, cette résilience, il faut vraiment la travailler. Et je vous invite à aller voir Diane, qui fait des super cours de méditation, qui est d'ailleurs en ce moment moi-même en train de méditer. Effectivement, il y a sur un peu tout ce que vous avez dit, mon expérience de sportif du dimanche, en fait, c'est que le mètre le plus dur à faire quand on veut aller courir, c'est le mètre qui vous sépare de vos chaussures de sport. Donc en fait, le vrai moment le plus difficile à franchir, le cap le plus dur à franchir, c'est pas une barrière physique, c'est vraiment une barrière qui est mentale et psychologique, de se dire, allez, j'y vais, je me mets en action. Et c'est vraiment la même chose dans l'entrepreneuriat. Alors moi, j'ai une position facile puisque je suis côté incubateur, mais j'ai toutes les semaines des gens qui viennent me voir et qui me disent, j'ai une super idée, j'ai plein de choses dans ma tête, et en fait le seul truc qui les empêche de concrétiser tout ça, c'est le passage à l'action. Exactement comme dans le sport. On peut se dire, j'ai tout le temps envie de faire du sport, mais si on ne fait jamais de sport, on ne va jamais progresser physiquement. Et sur l'entrepreneuriat, c'est pareil. On peut avoir toutes les belles idées du monde, si on ne le produit pas, si on ne se lance pas, si on ne réalise pas la chose, bah en fait, on ne va pas retirer l'essence même de ce qui est positif dans l'une ou l'autre des disciplines. Je rebondis, j'ai une petite anecdote là-dessus qui est assez intéressante. Idriss Aberkan, qui est un gars assez intéressant, qui parlait du phénomène des éléphants de guerre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais les éléphants de guerre étaient très durs à retenir à l'époque, puisqu'on n'avait pas de chaîne en bronze. Donc on ne savait pas comment tenir les éléphants sur place. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les éléphants quand ils étaient tout petits, quand c'était des bébés éléphants, on leur mettait une petite ficelle autour de la patte, et donc l'éléphant étant tout petit n'était pas capable de rompre la ficelle avec sa force. En fait, en grandissant, l'éléphant devenait énorme, et on le gardait uniquement avec ce petit bout de ficelle qu'on mettait au bout de la patte, parce qu'il s'était conditionné lui-même en se disant qu'il était limité par cette ficelle, qu'il n'était pas capable d'aller au-delà.
Et je pense que la morale de l'histoire, c'est qu'on se met des limites en permanence, en fait. Je pense que c'est aussi vrai du grand sportif que l'entrepreneur. En fait, on est tous ici capables de devenir Elon Musk. Voilà, on peut tous ici devenir des génies de l'entrepreneuriat, quoi. C'est vraiment juste une question de travail et de ne pas se dire « moi, je ne serai jamais Elon Musk, moi, je ne serai jamais Steve Jobs ». Je pense que si on a un peu l'arrogance de se dire « moi, je peux faire quelque chose d'énorme », eh ben, on peut peut-être y arriver, quoi. Et je pense que pour avoir de l'ambition, il faut aussi, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'on entreprend, il faut aussi apprendre à se connaître. Et je pense que l'expérience... Alors, je pense que dans le sport, c'est encore plus exacerbé, mais dans l'entrepreneuriat aussi, et ce que disait Antoine tout à l'heure sur ton associé qui a quitté l'aventure, c'est aussi parce qu'il n'a peut-être pas pris le temps de se connaître et de s'écouter. Mais c'est aussi quelque chose de très important, je pense, et je ne sais pas si vous avez des choses à dire dessus. Sur apprendre à se connaître, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a bien sûr par soi-même. En fait, là, je pense que la plupart du temps, il ne faut écouter que soi, parce qu'il faut prendre des décisions, etc. Et il n'y a que soi-même pour décider si un corps est capable de continuer, si un corps est capable, doit s'arrêter parce qu'on est blessé, etc. Et après, il y a toute la partie dans tout le ressenti. Donc ça, c'est dans tout le ressenti, etc. Et dans tout l'apprentissage pas à pas de qu'est-ce que je peux faire physiquement, psychiquement, etc. Et ensuite, il y a toute la partie apprendre à se connaître avec les retours qu'on a en permanence des autres, en sachant que tout le monde a son avis sur tout, et que le vrai travail, moi je pense, c'est d'accepter qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, et donc il va falloir faire des choix, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est décider quelle personne a raison et quelle personne a tort, et pourquoi il a raison et pourquoi il a tort. Et donc apprendre à se connaître, c'est faire en permanence des micro-choix, accepter que telle personne a un avis qui est juste, et penser que finalement tel retour n'est pas forcément le plus pertinent à un moment donné, etc. Donc voilà, c'est à la fois s'écouter et en même temps écouter les autres, et faire le choix de parfois pas écouter nos propres sensations, et parfois faire le choix aussi de ne pas écouter certaines personnes. Je vais être plus ou moins d'accord avec toi, un peu plus que moins. Mais je dirais que apprendre à se connaître, c'est effectivement savoir ce qu'on... connaître ses limites, connaître ce dont on est capable. Mais je pense que quelque chose qui est une des choses qui est assez importante, c'est de savoir en fait quand est-ce que vous êtes en mode alerte, tout simplement. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous travaillez, à quel moment vous sentez que vous êtes un peu fatigué et que vous êtes proche du burn-out. Quand on est sportif, c'est je suis proche de la blessure. Est-ce que c'est raisonnable de faire l'entraînement de trop ou de prendre sa journée de repos? Tout ça, c'est des petites décisions qui, au final, peuvent avoir un impact énorme. Donc, moi, je me dis, là, par exemple, je me suis blessé. L'année dernière, lors de ma dernière compétition, j'aurais très bien pu me dire, c'est pas grave, je me mets un gros strap et je rempile sur une saison. Et on verra ce que ça donne. Si pendant la saison ça se passe bien, j'aurais été un warrior. Si ça se passe mal, j'aurais fait un trait sur 3 années de compétition. Donc se connaître, c'est aussi prendre des décisions assez difficiles qui sont et qui ont un impact sur les années suivantes. Est-ce que faire un sacrifice, c'est pas prendre la meilleure des décisions dans une situation comparée à une autre? Donc moi je dirais que oui, se connaître c'est ça, et se connaître je rejoins ce que tu dis, mais je sais pas si l'un d'entre vous ou si Emma me dit tu donnes le coup de poing, tu le donnes superbement bien, j'aurais un doute. Se connaître, c'est effectivement se fixer des critères à travers les autres, mais les bonnes personnes, et ne pas s'éparpiller avec tout ce que chacun peut dire et se perdre un peu dans ses objectifs. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que ça se rapproche vachement de l'entrepreneuriat, au sens où justement il faut savoir couper parfois, parce qu'on se dit toujours c'est un peu un sprint, je vais commencer et puis dans 6 mois on verra bien, soit ça a explosé, soit je me serai craché mais c'est pas grave, et en fait on se retrouve 4 ans après à se payer un SMIC.
Enfin, ça arrive parfois. Et du coup, il faut vraiment voir ça comme une course long terme, parce que ce que tu disais, quoi, c'est 4 ans d'entraînement pour 10 jours dans la lumière, 10 jours de compète. Et il faut savoir s'écouter et pas trop se cramer d'entrée de jeu, savoir quand il faut y aller à fond et quand parfois il faut lever le pied, parce qu'il faut quand même garder l'envie. Et j'étais justement récemment avec le père de mon associé qui était entraîneur de l'équipe de France de basket. Et lui disait que c'était un des premiers trucs qui donnait à ses joueurs, et il leur disait, il ne faut pas que vous perdiez l'envie, quoi. C'est vraiment ça qui est important, il faut que vous ayez envie de venir. Et donc si à un moment, si l'envie est plus là à un moment, bah, c'est terminé, quoi. Donc il faut faire gaffe à ça. No comment. Bien, bon, je pense qu'on a quand même bien creusé le sujet. Merci à tous d'être venus. Merci à vous d'être venus nous écouter. Ce que je vous propose maintenant, c'est l'occasion de cette soirée. C'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter les startups qu'on a dans notre programme actuellement. Donc vous les aurez certainement remarqués en arrivant, vous les aurez certainement entendus pendant cette dernière demi-heure. Aujourd'hui, ce soir, on vous présente une vingtaine de startups qui vont tenir un salon. Donc, tout autour de cette verrière et dans le renfoncement là-bas, elles vont toutes vous présenter leurs services. Elles ont toutes des prototypes à vous montrer, des choses à vous faire goûter, des expériences à vous faire tester. Je vous invite à faire le tour, à découvrir l'ensemble des services qui sont proposés et aussi, bien évidemment, de manger un petit quelque chose et de boire un verre dans une ambiance sympa. Merci à tous d'être venus et puis bonne soirée et à très vite.